Bonjour à tous, donc je suis Monsieur Monteroso Baptiste et aujourd'hui dans le cadre de ce cours base de la fluorescence, donc je suis un intervenant extérieur, je fais partie du réseau du RTMFM et donc l'objectif de ce cours c'est de vous faire apprendre, faire découvrir les notions basiques au niveau de la fluorescence, donc qu'est-ce qu'on entend par la fluorescence, ainsi que les applications de base que l'on peut faire en microscopie photonique. Donc ce cours il sera articulé en 4 axes majeurs. Un premier court point sur un historique de qu'est-ce que la fluorescence, comment elle a été découverte. Ensuite on rentrera un peu plus dans le détail de la fluorescence, qu'est-ce qu'on entend par la fluorescence. Ensuite les types de fluorochromes et enfin les propriétés principales des fluorochromes. Donc avant d'entamer l'historique, juste un petit point de vocabulaire. En fait la fluorescence c'est un phénomène de luminescence. Donc la luminescence, ce sont des processus radiatifs qui sont à l'origine donc de l'émission de photons. Donc le photon, c'est la particule élémentaire de la lumière. Et donc la fluorescence, en fait, est une sous-catégorie de ces phénomènes de luminescence, dont on distingue la chimiluminescence, donc qui est euh, la luminescence à partir de réactions chimiques. Donc on distingue la chimiluminescence vraie, qui est juste deux espèces chimiques qui réagissent entre elles et qui émettent de la lumière, de la bioluminescence, qui est, elle, catalysée par des enzymes. Donc ce sont des réactions enzymatiques, qui sont à l'origine donc de la production de lumière. Et donc la fluorescence, elle fait partie de ce qu'on appelle la photoluminescence, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie des réactions chimiques. Et donc dans cette photoluminescence, on distingue deux sous-catégories, la phosphorescence et la fluorescence. Ce qui va distinguer l'un de l'autre, c'est la durée de l'état excité. Donc on verra un petit peu en détail après qu'est-ce que ça veut dire cet état excité. Et donc c'est juste une notion de temporalité, de durée de l'état excité entre la phosphorescence et la fluorescence. Donc on ne rentre pas dans le détail, mais sachez qu'il existe aussi la cristalloluminescence, de la thermoluminescence, etc., etc. Donc un court point sur l'historique. Donc la fluorescence, si on remonte au Moyen Âge, donc ça a déjà été constaté il y a très longtemps, mais on ne savait pas exactement ce que c'était. Donc on faisait juste des descriptions purement qualitatives du phénomène. Et donc la luminescence à l'époque, donc tout ce qui était fluorescence et tous les processus de luminescence, on ne parlait même pas de ça, on parlait d'opalescence, donc qui était de la diffusion de lumière par de petites particules. Donc le terme phosphorescence, fluorescence vient du terme phos, lumière, et rein, portée. Donc il faut vraiment attendre le 19e siècle pour la découverte des molécules fluorescentes. Et donc c'est monsieur Stokes en 1852 qui invente ce terme et qui découvre via la quinine l'existence de ce phénomène et le qualifie. Donc il faut attendre quelques années ensuite après, en 1871, c'est Adolphe von Baeyer qui synthétise pour la première fois la fluorescéine, qui est donc le tout premier colorant synthétique fluorescent. Et il faut attendre encore quelques années après pour avoir plus une explication physique du processus de fluorescence. Jusqu'à présent, c'était purement factuel et chimique, on n'avait pas d'explication physique concrète, et donc c'est en 1935 que M. Jablonski publie dans la revue Nature son explication du processus de fluorescence avec le fameux diagramme de Jablonski. Donc on reviendra un petit peu en détail après sur ce diagramme. Et donc en parallèle du XXe siècle, donc au début, milieu du XXe siècle, il y a l'émergence de la microscopie de fluorescence, donc portée par les grands noms de la microscopie tels que Carl Zeiss, donc Carl Zeiss et Leica, entre autres, qui ont permis l'avènement de la microscopie et donc les applications en fluorescence. Et pareil, donc en 1941, il y a les premiers types d'immunofluorescence. Donc c'est Monsieur Kons qui a l'idée de combiner en fait des anticorps à des molécules fluorescentes pour avoir ce qu'on appelle un marquage fluorescent directement avec des anticorps. Donc c'est le principe de l'immunofluorescence qui est toujours utilisé de nos jours. Donc la fluorescence, comme je vous ai dit au début, c'est une production lumineuse. Donc avant de se poser la question de la fluorescence dans le détail, il faut savoir qu'est-ce que la lumière. Donc la lumière, en fait, il y a deux façons de la voir. On peut la voir comme étant
une onde électromagnétique, ce qu'on appelle la composante ondulatoire, ou comme une particule, ce qu'on appelle la composante corpusculaire. Et donc c'est une dualité. En fait, il faut considérer ces deux phénomènes pour décrire de façon satisfaisante la lumière. Donc si on parle dans un premier temps de la composante ondulatoire, la caractéristique importante, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, le fameux lambda. Et donc la longueur d'onde, c'est vraiment la longueur entre deux maximums ou deux minimums consécutifs au train d'onde, d'où le terme longueur d'onde. Et donc toutes ces ondes électromagnétiques, on peut les classifier en fonction de leur longueur d'onde. Et donc le range, la gamme de ces longueurs d'onde va de la centaine de mètres jusqu'au nanomètre, voire même le picomètre. Et donc nous, notre œil, et même en microscopie, les capteurs, les caméras, au final, on est capable de voir qu'une petite fraction de ce spectre des ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle le spectre visible, qui est grosso modo entre 380 et 780 nanomètres. Donc la deuxième composante, c'est la fameuse composante corpusculaire. Et donc la composante corpusculaire, c'est elle qui est à l'origine de l'effet photoélectrique. Donc sans rentrer dans le détail, c'est Einstein et Planck qui ont en fait démontré que la lumière se comportait comme un paquet d'énergie, ce qu'on appelle un quanta d'énergie, et que donc cette énergie est quantifiable par une formule que je vous ai mise ici, donc E égale H mu, qu'on peut aussi traduire comme égale Hc sur lambda. Donc cette formule, elle est importante parce qu'elle signifie que l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde. En fait, le H et le C sont des constantes, et donc on pourrait vraiment dire que l'énergie d'un photon, c'est directement inversement proportionnel à sa longueur d'onde. Et donc si on considère maintenant la gamme du visible, qui est entre 380 et 780 nanomètres, cela correspond à des énergies, donc en remplaçant dans cette fameuse formule, ça représente des énergies entre 1,6 et 3,2 électronvolts. Et donc ces énergies-là sont suffisantes pour permettre des transitions des électrons de valence dans l'atome. Et donc quand on va envoyer de la lumière sur des molécules fluorescentes, on va pouvoir créer des jeux au niveau des transitions électroniques, au niveau des orbitales de l'atome. Et donc c'est vraiment ça en fait le processus de fluorescence. C'est en fait un photon incident, donc une particule lumineuse, qui va venir exciter un électron de valence d'une molécule et le faire passer dans un état énergétique supérieur. Donc souvent ça se passe dans les transitions pi-pi étoile au niveau des orbitales atomiques entre les liaisons liantes et antiliantes. Et l'énergie est spontanément restituée par un autre photon d'énergie inférieure. Donc généralement les molécules qui sont capables de ça, c'est pas toutes les molécules, il faut qu'elles aient une forme particulière, ce qu'on appelle un état mésomérique. Et donc ce sont des électrons délocalisés qui sont susceptibles d'être excités et de passer dans des états énergétiques supérieurs. Donc souvent ce sont des cycles aromatiques, des doubles liaisons, donc des aldéhydes, des cétones. Et donc des molécules capables d'émettre de la lumière, donc capables de fluorescence, c'est ce qu'on appelle des chromophores. On peut aussi les appeler fluorochromes ou fluorophores. Donc tous les termes sont équivalents. Et donc si on considère maintenant le côté énergétique de ces transitions de fluorescence, donc c'est le diagramme de Jablonski, donc le fameux Jablonski en 1935, qui nous a décrit avec une explication un peu plus quantique de comment ça fonctionnait la fluorescence. Donc en fait on considère que les atomes sont dans un état S0, donc la molécule est dans un état stable, à l'état naturel, et si elle a une mésomérie particulière, elle est fluorescente, elle va pouvoir réagir à un rayonnement électromagnétique lumineux. Donc là vous voyez le Hc sur lambda en 1. Si on envoie un photon, donc c'est un paquet d'énergie, cela va faire passer l'électron dans un état dit stable à un état excité, le S1'. S'ensuit dans un très très court laps de temps, donc c'est du 10-14 secondes à 10-11 secondes, ce qu'on appelle une relaxation vibrationnelle. Donc c'est une désexcitation qui n'est pas radiative. C'est-à-dire que l'électron va un tout petit peu se désexciter,
perdre un tout petit peu en énergie, et généralement cette énergie est dissipée sous forme de chaleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très rapide, et donc l'état de S1' à S1 se produit sans émission de fluorescence. Par contre, la désexcitation entre S1 à S0, ce qu'on appelle le retour à l'état fondamental, lui, est un processus radiatif, et donc va émettre un photon, ce qu'on appelle un photon d'émission. Donc c'est un processus qui prend 10-9 à 10-7 secondes. Et donc c'est cette désexcitation qui se distingue de la phosphorescence. La phosphorescence, c'est plutôt autour de 10-3, 10-5 secondes. Donc vous voyez que au final, tout est un jeu d'énergie. On passe d'un état fondamental S0 à S1', il y a une courte désexcitation en S1 non radiative, puis une désexcitation radiative pour revenir à S0. Et ce qui est fondamental à comprendre, c'est que l'énergie d'excitation est toujours supérieure à l'énergie d'émission. Là, on voit que les flèches, entre la flèche bleue et la flèche verte, ce n'est pas le même niveau d'énergie. Et donc, ça signifie, si vous avez bien suivi, si l'énergie d'excitation est supérieure à l'énergie d'émission, ça signifie que la longueur d'onde, la lumière émise qu'on a besoin à l'excitation, est toujours inférieure à l'émission. Donc concrètement, vous aurez toujours un spectre d'excitation plus petit, plus faible en longueur d'onde que le spectre d'émission. Et donc ça signifie énergétiquement qu'ils sont différents. Donc là, vous avez quelques diagrammes qui vous réexpliquent également ce phénomène. Donc en termes de fluorochrome, il y a différents types, donc on n'aura pas le temps de tous les décrire bien entendu. Il y a des centaines de sondes fluorescentes qui existent en microscopie. Et on distingue deux grandes catégories, ce qu'on appelle les petites molécules fluorescentes, ou les fluorophores extrinsèques. Et donc dans cette catégorie, on distingue soit des sondes dites directes, c'est-à-dire qu'elles sont directement fluorescentes et directement covalentes à un élément d'intérêt. Donc l'exemple le plus connu, c'est le DAPI, qui est une molécule fluorescente avec une forte affinité pour le petit sillon de l'ADN, et qui a une fluorescence dans l'UV ou dans le bleu, en général. Donc les deuxièmes types de fluorophores extrinsèques qu'on retrouve, ce sont des fluorochromes qui sont couplés à des anticorps, ou à d'autres ligands. Donc c'est le principe de l'immunomarquage. Par exemple, on peut avoir un anticorps secondaire couplé à un Alexa 488, qui est un fluorophore qui a une longueur d'onde d'excitation maximale à 488 nanomètres. Mais voilà, il y a d'autres fluorophores qui existent. Il y a toute la gamme des cyanines aussi. Et donc il y a des centaines de fluorophores extrinsèques qui existent dans la nature. La deuxième grande haute catégorie, ce sont les protéines fluorescentes. Donc la plus connue, c'est la GFP, la Green Fluorescent Protein, donc qui est en fait une molécule fluorescente présente à l'état naturel dans une méduse qui est Aequorea victoria, et donc qui a été l'objet d'un prix Nobel en 2008 par Osamu Shimomura avec Tien. Donc il y a la GFP, mais maintenant il y a plein d'autres dérivés, la RFP, la YFP, etc., etc., qui ont été modifiés génétiquement pour justement coller à différentes longueurs d'onde d'excitation. Et donc ça permet de créer des organismes génétiquement modifiés, des organismes ou des cellules, et donc d'avoir une expression génétique d'une protéine d'intérêt avec de la fluorescence. Donc c'était assez révolutionnaire pour l'époque et ça l'est toujours. Donc il suffit juste d'avoir des constructions génétiques et on colle la séquence codante de la GFP derrière une protéine d'intérêt et vous avez votre protéine fluorescente. Maintenant, si on parle des propriétés des fluorochromes, donc il y a plusieurs grandes propriétés, mais on va pas toutes les détailler. Pour faire simple, la plus connue, et celle qu'on pense tout de suite quand on pense à la fluorescence, ce sont les spectres d'excitation et d'émission. Chaque fluorochrome, chaque molécule fluorescente a un spectre d'excitation et d'émission qui lui est propre. Et donc c'est assimilable à une densité de probabilité d'intensité de fluorescence. Donc c'est toujours normalisé. Donc soit vous retrouverez ça entre 0 et 100%, soit entre 0 et 1.
Et donc là, j'ai pris l'exemple de l'Alexa Fluor 488 que je vous parlais tout à l'heure. On voit qu'il a un pic d'excitation autour de 488 nanomètres, d'où son nom, et un pic d'émission autour des 520 nanomètres. Et donc c'est vraiment une signature pour un fluorophore, ce pic d'excitation et d'émission. Donc ce qui est aussi important à noter, c'est le décalage entre le pic d'excitation et le pic d'émission. C'est ce qu'on appelle le décalage de Stokes. Et donc c'est l'écart entre le pic d'excitation et le pic d'émission. Et donc plus ce décalage est important, plus ça sera simple pour détecter la molécule fluorescente. Évidemment, si vous avez un pic d'excitation et d'émission qui sont trop proches, eh bien ça sera plus compliqué de les séparer avec les setups de microscopie, avec des filtres par exemple. Un autre point important pour les fluorochromes, c'est ce qu'on appelle leur coefficient d'absorption molaire, donc le epsilon, qui est en fait la probabilité d'absorption par le fluorochrome d'un photon de longueur d'onde donnée. Donc c'est assimilable à la loi de Beer-Lambert, donc pour la spectrophotométrie, donc avec, vous savez, les solutions fluorescentes ou les solutions colorées que l'on met dans une cuve et on fait varier la longueur d'onde du rayonnement incident et on mesure au final derrière avec un détecteur l'intensité lumineuse perçue. Et donc ça c'est vraiment dépendant de la capacité d'absorption du fluorochrome en question. Donc je vous ai mis quelques exemples, mais évidemment, plus cette valeur est forte, mieux c'est. C'est-à-dire que le fluorochrome est capable d'absorber plus de lumière, et donc sera potentiellement susceptible d'émettre plus de fluorescence. Et donc ça a fait intervenir mon second point, ce qu'on appelle le rendement quantique, donc le quantum efficiency, le quantum yield, qui est en fait la probabilité d'émission d'un fluorochrome d'excité. Donc on pourrait simplement le traduire comme étant un ratio entre le nombre de photons émis divisé par le nombre de photons absorbés. Donc c'est quelque chose qu'on peut assimiler comme étant un pourcentage. Évidemment, un fluorochrome, c'est jamais 100%. C'est pas j'envoie un photon et je vais avoir un photon d'émission. Donc il faut déjà raisonner en mode statistique. C'est plutôt sur 100 photons d'excitation que j'envoie au fluorophore, combien je vais récupérer de photons d'émission. Donc c'est jamais 100, parce qu'on n'a pas de rendement de 100% pour les fluorophores, mais évidemment, plus on se rapproche de 1, donc de 100%, mieux c'est. Plus le fluorophore est efficace et, entre guillemets, capable d'avoir une réaction efficace en termes de fluorescence. Donc c'est vraiment l'efficacité d'un fluorochrome de transformer l'énergie d'un photon incident en un photon émis. Et donc, pour simplifier, c'est l'efficacité de transition entre le S0, S1 et le retour à S1, S0, entre les états stables, donc fondamental, ou l'état excité. Et donc je vous ai mis d'autres exemples, vous voyez que ça varie généralement entre 0,15, il y en a même qui sont plus bas, ça va de 0, même 0,05, et ça peut monter jusqu'à 0,8, 0,9. Donc ça c'est un critère de choix aussi. L'autre paramètre, c'est ce qu'on appelle la brillance. Donc c'est tout simplement le produit entre le rendement quantique et le coefficient d'absorption molaire. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, du coup c'est un bon indicateur, c'est un peu le bilan au final, c'est un bon indicateur d'efficacité d'un fluorochrome, à la fois d'être excité et d'émettre de la lumière. Donc la brillance, ça reflète l'intensité absolue d'émission d'un fluorochrome. Et évidemment, elle est liée à la longueur d'onde qu'on utilise, vu que cela fait intervenir le coefficient d'absorption molaire. Et donc les spectres d'excitation ou d'émission, ils sont normalisés par rapport à la brillance du fluorochrome. Et dans le cas des protéines fluorescentes, généralement, la normalisation, elle se fait par rapport à la GFP. Donc voilà, la brillance, si vous devez en retenir un, retenez celui-là, ça combine à la fois le rendement quantique et le coefficient d'absorption molaire. Un autre paramètre important, c'est ce qu'on appelle la photostabilité. Donc c'est-à-dire la résistance de la sonde fluorescente à la lumière. Puisqu'effectivement, plus on va exciter un fluorochrome, donc avec une forte intensité lumineuse, plus le cycle de excitation des excitations, donc S0, S1, va augmenter. Et c'est un peu comme une pile, comme une batterie, il y a un état d'épuisement du fluorochrome qui fait qu'au fur et à mesure, en fait, si on répète des millions de fois ce cycle,
eh bien il va y avoir un moment où ce cycle ne va plus se faire. On dit que les fluorochromes passent dans un état triplé, et donc cet état ne permet plus l'émission de fluorescence. Et donc c'est le photoblanchiment. Et donc chaque fluorochrome a une cinétique de photoblanchiment particulière. Donc ça peut aller de quelques secondes pour certains fluorochromes, à d'autres qui vont pouvoir être brillants pendant plusieurs heures, même si vous les éliminez de façon continue. Donc ça c'est important si évidemment vous avez des expériences avec des cellules vivantes. La photostabilité est importante et c'est un critère de choix. Un autre critère de choix, c'est aussi ce qu'on appelle la durée de vie de fluorescence ou le temps de déclin. Donc c'est le temps, en fait, ça s'assimile au processus de radioactivité. C'est comme un demi-vie de fluorescence. Donc c'est le temps moyen pour que la moitié des photons soient désexcités. Et donc plus ce temps est court, meilleure sera la sensitivité du fluorophore, puisqu'on pourra avoir plusieurs cycles d'excitation, désexcitation dans de courts laps de temps, et donc il sera plus sensible. Donc le fluorochrome repasse rapidement dans son état fondamental, et il est apte à être de nouveau excité. Donc il va pouvoir enchaîner comme ça de nombreux cycles d'excitation, désexcitation. Et donc je vous ai mis quelques exemples de temps de vie de fluorescence. Donc vous voyez, généralement c'est de l'ordre de 3 à 4 nanosecondes. Et donc ce temps de vie de fluorescence, il est aussi utilisé comme étant une propriété, comme une signature, comme l'est un spectre d'excitation-émission. Ce temps de vie, c'est aussi une signature, en particulier pour ce qu'on appelle l'imagerie FRET ou l'imagerie FLIM, et donc l'imagerie en temps résolu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les temps de vie de fluorescence et même les spectres de fluorescence, donc la fluorescence en elle-même, elle peut être affectée par l'environnement macromoléculaire du fluorochrome, donc par le pH, la température en particulier. Donc voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail sur tout ça, mais effectivement, il faut garder à l'esprit qu'un fluorochrome, son spectre, toutes ses caractéristiques, c'est donné pour une température, un pH, une osmolarité donnée, entre autres. Et donc si je devais résumer un court bilan de cette intervention et de ce cours, qu'est-ce qu'un bon fluorochrome si on considère tous les aspects théoriques? Pour moi, un fluorochrome idéal, c'est un fluorochrome qui a un grand décalage de Stokes, c'est-à-dire un grand décalage entre le pic d'excitation et d'émission, un fluorophore qui aurait un fort coefficient d'absorption molaire, et aussi un fort rendement quantique, et donc ça donne une forte brillance, si vous avez bien retenu, qui a aussi une durée de vie plutôt courte, de manière à avoir de nombreux cycles d'excitation et d'excitation, qui soit peu sensible au photoblanchiment, et également peu sensible aux conditions physico-chimiques. Voilà. Et le plus important, il faut évidemment que le fluorochrome soit en adéquation avec les setups d'acquisition en microscopie. Donc il doit être compatible avec les filtres d'excitation, les filtres d'émission, les sources laser, les lampes, etc., etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention pour ce cours. À bientôt et bon courage pour la suite de votre ANF.